Va commencer. Madame Bourgeois va procéder à l'appel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Jeanne Heick, représentée par Monsieur Secaldi. Monsieur Chaurel Jean-Pierre. Madame Sarkissian, représentée par Madame Bourron. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Nadjarian Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Élodie. Madame Bourron Valérie. Moi-même. Monsieur Fréani Laurent. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Roux Christian. Madame Bertonieri Pascal. Monsieur Caparros Michel. Monsieur Moadel Anis, représenté par Monsieur Chaurel. Madame Revès Ségolène. Monsieur Secaldi Michel. Madame Massot Annie, représentée par Madame Bertonieri. Monsieur Éric Bonnefoy. Monsieur Garcia Antoine, absent. Monsieur Bocquet Gérard. Madame Concalves Manuela, absente. Madame Pouchko Françoise, absente. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, absente. Et Madame Austen Véronique, absente. Merci. Je vous en prie. Nous commençons par les contentieux. Madame M. Oui, monsieur le maire, 3 contentieux inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui. Un premier contentieux que la commune a introduit devant le TA de Marseille dans une affaire où, dans le cadre du contrat régional d'équilibre territorial, la commune de Bandol a été lésée de 100 000 €. Elle a donc introduit 3 recours. Le premier recours visant à obtenir l'annulation de la délibération de l'Assemblée de la région Sud du 26 juin 2019. Deuxièmement, l'annulation de la délibération de la CASB du 29 juillet 2019 et l'annulation de l'avenant numéro 1 au contrat régional d'équilibre territorial ainsi que le remboursement de ces frais irrépétibles. Ensuite, nous avons un deuxième contentieux de M. Bendanan qui a introduit un recours en annulation contre la décision de la commune l'ayant mis en demeure de respecter la convention d'occupation du domaine public qui le lie à la commune de Bandol, d'annuler la décision de la commune par laquelle cette dernière a résilié cette convention, le remplir dans ses droits et lui rembourser ses frais irrépétibles. Ensuite, on a un troisième contentieux, c'est dans la rubrique des affaires terminées. C'était un contentieux introduit par Madame Sandra qui, à la suite d'une chute, avait sollicité devant le TA la désignation d'un expert médical et l'allocation d'une provision. Le TA de Toulon l'a très dernièrement débouté de ses demandes. Merci. Merci. Nous allons passer à la première délibération. Il s'agit de l'installation d'un nouveau conseiller municipal du fait de la démission de Madame Garza Alice. Et donc, le candidat qui vient après est Madame Grisoni Martine. Donc, je la remercie et je l'invite à nous rejoindre. Merci beaucoup pour votre présence, comme ça vous pourrez surveiller votre filleule. Délibération numéro 2, Monsieur Chaurel. Monsieur Caparros. Merci, monsieur le maire. Bienvenue à Madame Grisoni. Monsieur le maire, je constate que vous êtes au bout de votre liste, après encore une défection dans votre groupe. Au sein de votre groupe. Cela met en évidence un malaise de votre majorité qui se reflète au sein des agents municipaux au regard des arrêts de travail On n'est pas en mars et des 2020. procédures Je juridiques. vous arrête tout de suite, Monsieur Caparros. Vous pouvez faire un commentaire Oui. sur la liste, mais pas sur les employés municipaux. Merci. Donc, je pense qu'il n'y a pas de débat sur cette question. La liste, effectivement... J'avais quand même une question à vous poser, monsieur le maire. La liste a effectivement pas mal tourné et je remercie simplement Madame Grisoni d'avoir accepté Oui. de remplacer Madame Garza qui est prise pour des raisons professionnelles. Uniquement.
Mais quel est ce soupçon, monsieur Caparros? Je vous pose la question uniquement. Quel est ce soupçon? Moi, la question, Où est-ce que vous voulez en venir? Est-ce que vous êtes déjà en campagne? Alors, moi, la seule question, monsieur le maire, c'est à 5 mois de votre mandat, de la fin de votre mandat, comptez-vous changer votre politique des ressources humaines? Bon, alors là maintenant, c'est tellement hors sujet. Ce d'autant, monsieur le maire, il n'y a pas de vote sur cette délib numéro 1. Absolument. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Bon. C'est une simple question. Vous avez bien tenté de déstabiliser, mais ça ne marche pas. Monsieur Chaurel, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire. Donc cette délibération concerne les tarifs portuaires pour l'année 2020. Donc, par convention de quasi-régie signée le 20 décembre 2016, la gestion du port de Bandol a été confiée à la SOGEBA. Et dans cette convention, il est prévu que les tarifs pratiqués par le port doivent être approuvés chaque année par le conseil municipal. C'est l'objet de cette délibération. Tout en précisant que le conseil de surveillance et le conseil portuaire ont été consultés sur ces points lors des réunions qui se sont tenues respectivement les 25 septembre et 2 octobre 2019. Tout d'abord, concernant les tarifs du port déjà existants, amarrage plaisancier et carénage. L'article 21 de la Convention prévoit qu'il y a une révision annuelle selon des modalités dont je vais vous faire grâce avec une formule qui est une formule habituelle pour ce type d'actualisation. En l'espèce, pour l'année 2020, les tarifs pratiqués pour le port en 2019 sont maintenus. La formule de révision précitée ne sera pas appliquée. Cependant, afin de prendre en compte la spécificité des coûts engendrés par l'amarrage des grosses unités, et notamment les consommations importantes d'eau et d'électricité, une nouvelle catégorie tarifaire concernant les navires dont la superficie dépasse 80 mètres carrés est créée. Le corollaire, donc, c'est que les tarifs plaisanciers pour les navires de moins de 10 mètres carrés et ceux compris entre 10 mètres carrés et 80 mètres carrés, cette nouvelle barrière, demeureront inchangés par rapport à ceux pratiqués en 2019. Par ailleurs, les tarifs du carénage demeurent également inchangés. En outre, après avoir constaté un grand nombre d'incohérences entre les dimensions annoncées de certains bateaux et leurs dimensions réelles, la SOGEBA a décidé de mettre en œuvre une campagne de vérification des dimensions réelles des navires afin que la base de calcul de la superficie facturable soit la plus proche de la réalité. Par suite, et à compter du 1er janvier 2020, la facturation se fera donc aux dimensions réelles des navires, tel que prévu à l'article 226 du règlement portuaire. Le deuxième point concerne la création d'un tarif AOT professionnel hors navire de commerce. L'ordonnance numéro 2017-562 du 19 avril 2017, qui sera citée de plusieurs reprises par la suite, puisqu'elle est relative à la propriété des personnes publiques, et elle vient modifier le Code général de la propriété des personnes publiques et impose une procédure de sélection préalable pour les autorisations d'occupation du domaine public professionnel. Donc la SOGEBA se mettra donc en conformité avec cette ordonnance et effectuera des procédures d'appel à candidature pour les occupations professionnelles. Dans ce cadre, il est souhaité que la redevance puisse devenir, le cas échéant, l'un des critères de sélection des offres, la note maximale allant au candidat le plus offrant. Ainsi, les montants approuvés par la présente délibération pour les professionnels seront considérés comme les tarifs planchers et le candidat sera, le cas échéant, libre de proposer une redevance supérieure dans le cadre de l'appel à candidature. Dans cette hypothèse, c'est cette somme qui sera retenue lors de la signature de l'AOT professionnelle. Dans ce cadre, il est proposé que le tarif annuel d'amarrage soit porté à 69,44 € par mètre carré et par an pour l'année 2020. Ce tarif sera appliqué à la surface du poste d'amarrage affecté et non à la superficie du ou des navires occupant le poste d'amarrage, étant entendu qu'aucun navire ne pourra avoir de dimension supérieure à celle du poste d'amarrage pour lequel l'AOT aura été délivré.
Ce nouveau tarif prend en compte la durée de l'AOT professionnelle qui sera, sauf exception, délivrée pour 5 années. Troisième point, création d'un tarif navire de commerce. Il est proposé la création d'un tarif spécifique pour les navires de commerce. Les navires de commerce se voient appliquer une redevance relative à l'occupation du domaine public et une redevance applicable à tout mouvement de passagers acquitté mensuellement. Il y a des exceptions pour ce que l'on entend par passager, des catégories qui ne sont pas comptabilisées. Je vous fais grâce de la liste. Dans ce cadre, il est proposé, premièrement, une redevance annuelle d'occupation du domaine public établie à 65 € par mètre carré par an pour l'année 2020. Cette redevance sera appliquée à la surface du poste d'amarrage, tel que je l'ai dit précédemment. Elle sera également appliquée à la superficie de tous les ouvrages, pontons d'embarquement, cabines de vente, locaux techniques, etc. La redevance applicable à tout mouvement de passagers sera établie à 0,40 € par passager pour l'année 2020. Cette redevance sera acquittée mensuellement pour les navires amarrés à l'année au port. La redevance par passager sera également appliquée à tous les mouvements de passagers en provenance de navires de croisière en escale dans la baie de Bandol et accédant au port. Dans ce cas, elle sera acquittée à la fin de chaque escale. Voici, Monsieur le maire, je n'ai terminé avec ces modifications. Merci, Monsieur Chorel. Donc, je rappelle que Monsieur Chorel interdit en tant qu'adjoint au port, ce qui est bien normal puisque c'est le conseil municipal qui vote les tarifs portuaires, mais c'est la SOGEBA, bien entendu, qui gère au jour le jour le port. Et donc, à chaque fois, je passerai la parole à M. Rocheteau, qui est le président directeur général de la SOGEBA, avant de passer aux questions. Merci, Monsieur le maire. Bon, la délibération couvre l'ensemble des modifications applicables. J'aimerais juste revenir sur les raisons pour lesquelles nous avons souhaité introduire un nouveau tarif concernant les grosses unités. Donc plus de 80 m², donc ce sont des bateaux qui sont de grande importance. Ça représente au maximum une vingtaine d'unités au port. On a fait une campagne l'an dernier de mesure des consommations de ces bateaux, donc on a mis des compteurs sur les bornes, et on s'est rendu compte que la consommation rien qu'électrique de ces bateaux représentait la moitié déjà de la redevance annuelle qu'ils payaient, ce qui évidemment représente une somme très importante. Nous avons eu cette année un nouveau marché électrique sur lequel nous avons eu une hausse de 30% de nos tarifs. Donc vous faites le calcul, vous voyez qu'on arrive vite à 60-70% de consommation électrique sur ce type d'unité vis-à-vis de la redevance. Donc il nous a paru logique de faire une hausse sur ces grosses unités qui en plus demandent des infrastructures particulières. Nous allons... alors là je parle vraiment des très grosses unités, c'est-à-dire les bateaux de plus de 25 mètres. Le maître de port a souhaité modifier leur méthode d'amarrage qui demande des bouées spéciales avec des dispositifs en Kevlar, donc très coûteux. Voilà l'esprit de cette hausse de tarifs. Je pense qu'il faut souligner que pour le reste des plaisanciers, donc ça représente l'immense majorité des plaisanciers, les tarifs ne sont pas modifiés par rapport à l'an dernier, même depuis 5 ans, ce qui est quand même une performance à souligner, puisque vous doutez bien que côté SOGEBA, les indices de rémunération du personnel, les coûts de manière générale augmentent. Je ne vous parle même pas des impôts qui ont explosé sur la période. On a parlé, M. Chorel a parlé tout à l'heure de la campagne de mesure des bateaux. Effectivement, alors ça existait déjà, c'est pas une nouveauté, c'est juste qu'aujourd'hui on va l'appliquer de manière beaucoup plus stricte parce que ça nous pose de nombreuses difficultés d'avoir les mauvaises dimensions de bateaux. On s'en est rendu compte sur la refonte des pannes A et B, c'est-à-dire que entre les dimensions qui nous étaient déclarées
souvent de bonne foi de la part des plaisanciers parce qu'ils se conforment à leur acte de francisation. Donc l'acte de francisation, c'est en quelque sorte la carte grise du bateau. Et la réalité physique du terrain, il y avait parfois des différences, parfois sensibles. Il peut y avoir des bateaux qui ont des écarts de 1,50 m en longueur, par exemple, ça nous est arrivé. Et évidemment, quand les bateaux arrivent, que le maître de port, sur son papier, sur son plan, a placé tous les bateaux, et puis que les bateaux ils arrivent physiquement à leur emplacement, ben, il se pose un problème. Donc on a mené une campagne de mesure de l'ensemble des bateaux du port, qui a confirmé qu'il y avait effectivement des écarts parfois très sensibles. Donc il y aura évidemment des factures qui vont forcément augmenter ou diminuer si la dimension réelle du bateau était sous-évaluée ou surévaluée. Voilà. Il faut savoir que la méthode de facturation des postes à la surface du bateau est une mesure qui est quand même très favorable aux plaisanciers puisque vous êtes facturé à la place que vous occupez réellement. Il faut savoir que beaucoup de ports facturent à la longueur du bateau. Donc en fait, vous êtes facturé, par exemple, si votre bateau fait 8 mètres, vous êtes facturé sur la catégorie des 8 mètres, mais en réalité, vous êtes facturé sur 8,99 par la largeur maximale, en fait. Donc il arrive que des plaisanciers payent des mètres carrés, en fait, qui n'occupent pas réellement. Donc voilà, ça fait un ensemble de choses qui font qu'on a souhaité un peu remettre de l'ordre sur les mesures des bateaux. En précisant un point quand même qui est important, c'est que le port de Bandol, je le répète très souvent, mais à des tarifs qui sont parmi les plus compétitifs de la Côte d'Azur. On a fait un comparatif et on est en moyenne, je crois 35% moins cher que la moyenne des ports de Côte d'Azur. Et pour des ports avec lesquels on souhaite se comparer, on est parfois à moitié moins cher, voire au tiers. Bon, là, je vous parle des ports les plus onéreux de Côte d'Azur. Mais voilà, il faut avoir ces éléments en tête. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Caparros. Oui, Monsieur Chorel. Concernant l'article au sujet de la facturation, sur l'article 226, règlement portuaire de la ville. Oui, je l'ai lu, pour info. On parle du titre de navigation, on assimile ça bien au titre de francisation. Nous sommes bien d'accord? Ah, tout à fait. La carte d'identité donc du bateau. La carte grise du bateau. D'accord. Alors, pourquoi vous comptez demander aux agents portuaires de mesurer manuellement l'ensemble des bateaux afin d'effectuer de correctes facturations? Mais M. Rocheteau vient de vous l'annoncer, qu'il y a des modifications parfois sensibles sur les équipements du navire qui viennent impacter ce qui est précisé sur l'acte de francisation. Il y a d'autre part des bateaux qui subissent des modifications, réalisation d'une plage arrière, tous ces éléments-là viennent concourir à la modification des dimensions qui sont mentionnées dans l'acte de francisation. En règle générale, systématiquement, quand un bateau est modifié, obligatoirement, cela passe par les douanes, d'accord, sous contrôle des douanes, d'accord, et systématiquement modifié sur le carnet de francisation. Donc avec un simple carnet de francisation, vous devez pouvoir, sans monter sur les bateaux, effectuer une facture correcte. Alors là, vous voyez, on a la théorie face à la pratique, Monsieur Caparros. C'est-à-dire que ce que vous dites, vous avez raison. Normalement, les actes de francisation devraient correspondre à la réalité physique. Or, ce n'est absolument pas le cas. Il y a des écarts, comme je vous le disais tout à l'heure, parfois importants. Parfois, les actes de francisation prennent les dimensions à la flottaison. Et évidemment, quand vous attribuez un poste au port, c'est pas du tout à la flottaison. Vous regardez, c'est la place réelle, ce qu'on appelle le mètre beau du bateau qui est pris en compte, donc la largeur maximale du bateau, puisque évidemment, un poste de 3,50, il faut que le bateau, avec les pare-battages, il fasse 3,30 et pas plus, parce que sinon, il rentre pas. Si la flottaison elle est à 2,90, vous avez une dimension qui n'est pas la vraie dimension de ce bateau. Voilà. Donc, penser que l'acte de francisation reflète la réalité physique, c'est faux. 90%? Non. Je voudrais rajouter, Monsieur Caparros, que selon les actes de francisation, vous avez soit la longueur hors tout du bateau, soit la longueur de coque. Donc il suffit que la longueur de coque soit enregistrée dans les annales de la capitainerie, à ce moment-là vous pouvez avoir un écart d'office. En ce qui concerne les allongements, par exemple rajouter une jupe arrière ou mettre un bout avant,
il n'est pas du tout dans l'obligation des douanes de le signaler sur le carnet de francisation. D'où la campagne à faire. D'accord. Donc vous comptez vous organiser comment en 2020, en janvier 2020, puisque vous le notez, pour mesurer correctement l'ensemble des bateaux sur le port de Bandol? Alors les mesures ont déjà été faites par les amarreurs. Donc nous on tient une double mesure, puisqu'on a la mesure qui nous a été déclarée et la mesure qu'on a mesurée réelle. Les plaisanciers vont recevoir en début d'année prochaine la facture sur la dimension réelle. Si jamais ils contestent les mesures, parce que c'est toujours possible, on peut faire des erreurs nous-mêmes sur les mesures qui ont été faites, eh bien, on prendra rendez-vous avec eux, on fera la mesure ensemble de manière contradictoire. Très bien, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, avant de passer au vote, il faut noter une modification, une précision qui n'est pas dans la délibération mais qui apparaît dans les tarifs portuaires qui concernent l'exception. C'est sur la grille, donc c'est plus important, mais c'est pas dans la délibération, donc il faudra la rajouter avant de le transmettre. Le conseil portuaire était parfaitement informé. Il s'agit des personnes qui ne participent pas à une opération commerciale dont le navire de commerce est le support. Voilà, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, M. Chorel. Cette délibération concerne les modifications du règlement portuaire. Donc, je vais essayer de faire ça de façon synthétique. Ces modifications sont de trois ordres. Premièrement, c'est la mise à jour du règlement portuaire. Comme tout règlement, cela nécessite, de façon périodique, une mise à jour, une clarification de certains éléments. Ça se passe surtout au niveau rédactionnel, afin d'assurer au mieux la gestion du port et de rendre plus clair certaines dispositions qui laissaient encore place à interprétation ou à discussion. La deuxième catégorie de ces modifications concerne le renforcement des dispositions permettant le contrôle des bons usages du port par les plaisanciers. Donc, les ajouts qui sont effectués concernent l'obligation pour les plaisanciers de justifier du rejet des eaux noires et eaux grises dans des installations prévues à cet effet, au minimum 2 fois par an. Deuxième point, ça concerne les bateaux servant d'habitation ou d'hébergement régulier qui devront se déclarer en capitainerie pour y faire l'objet d'un suivi particulier, notamment en termes de respect des obligations environnementales et administratives. Et le troisième point concerne la circulation des engins roulants sur les pannes et pontons qui est strictement encadrée. Et j'en viens à la troisième catégorie de modifications, c'est celle qui va certainement intéresser beaucoup de personnes. Donc c'est l'ajout de dispositions nouvelles. La disposition nouvelle majeure concerne la création de garanties d'usage qui ont vocation à être mises en vente à compter du second semestre 2021 en prévision de la fin des contrats d'amodiation actuellement en cours. Les plaisanciers titulaires d'un contrat d'amodiation au 1er janvier 2021 pourront bénéficier d'un droit de priorité lors de la commercialisation des garanties d'usage, et ce jusqu'au 1er janvier 2022. Merci. Merci, M. Chorel. M. Rocheteau. Oui, donc bon, il y a effectivement pas mal de modifications, mais qui sont beaucoup à la marge, qui sont en fait en fonction des retours qu'on a, notamment du personnel SOGEBA sur les problématiques qui peuvent se poser au quotidien. Il y a notamment une modification sur la technique d'amarrage, par exemple. Ça, c'est donc le maître de port qui souhaite encourager vivement les plaisanciers à s'amarrer d'une certaine manière. Donc on l'a décrit très précisément dans le règlement portuaire. On communiquera évidemment dessus auprès des plaisanciers pour les inciter à respecter ces préconisations. Il y a les dimensions du bateau, donc on a défini plus précisément qu'est-ce qu'on entendait par dimension du bateau, c'est-à-dire qu'est-ce qui était pris en compte, qu'est-ce qui ne l'était pas, afin qu'il ne puisse pas y avoir de différence sur qu'est-ce que la largeur hors tout, qu'est-ce que la longueur du bateau.
Et puis effectivement, la modification qui intéresse beaucoup de monde et pour laquelle je suis très sollicité depuis que je suis à Sogeba, c'est évidemment le sort de la modulation. Donc la municipalité a fait le choix de mettre en place des garanties d'usage. Donc qu'est-ce que des garanties d'usage? Donc ce sont aujourd'hui, donc la modulation avait été conclue il y a 43 ans, donc pour une durée de 45 ans, donc elle se termine fin 2021. Donc ce sont des postes qui sont physiquement prévus à un endroit du port, donc c'est la panne qui part en face de l'office de tourisme et qui donc appartient, enfin les plaisanciers disposent d'une amodiation qu'ils peuvent revendre, donc ils peuvent revendre les postes. Elle est physiquement identifiée à un endroit précis du port et donc jusqu'à fin 2021. Se posait évidemment la question pour eux de savoir qu'est-ce qu'il allait advenir de leur bateau passé cette date. Donc moi je disais depuis le départ que le principe juridique était que la modulation se termine au 31 décembre 2021 et qu'au 1er janvier 2022 les postes retombaient dans le domaine public, donc sur le régime classique dont bénéficient les autres plaisanciers du port. Il faut savoir que la partie amodiée du port représente à peu près un tiers du port, il y a 500 postes, donc ça représente énormément de bateaux, énormément de plaisanciers. Le port de Bandol n'est évidemment pas le seul à être sous ce régime, puisque il y a beaucoup de ports de Côte d'Azur ont construit leur panne amodiée en même temps. Ça permettait de financer, c'était les plaisanciers qui finançaient ces pannes. Ils payaient donc le droit d'utiliser ce poste durant une durée, donc à Bandol 45 ans, moyennant le paiement d'une somme au départ. Et ils payent également une redevance chaque année, mais sur laquelle il y a un abattement, donc ils payent un peu moins que les plaisanciers classiques, entre guillemets. Donc le sort de la modulation est évidemment un sujet important. Alors chaque port a fait adopté des solutions diverses. Il y a des ports où c'est retombé dans ce qu'on appelle le domaine public et les amodiataires ont été convertis en contrat annuel classique. Ça c'est une première solution. L'autre solution adoptée a été de terminer la modulation et évacuer, dire aux plaisanciers merci, votre contrat se termine, vous devez quitter le port. Ça c'est ce qui s'est produit à Sanary. Ensuite, donc ça c'est le cas pour les amodiataires en place, et puis après il y a la solution juridique, qu'est-ce qui se passe après? Donc soit effectivement port public, soit des garanties d'usage, parce qu'il faut savoir que les amodiations, le statut juridique des amodiations n'est plus possible depuis les années 90 je crois. 80 ouais, ça a été abandonné par le législateur, donc il n'était pas possible de refaire une amodiation. En revanche, il est possible de faire des garanties d'usage. Donc la différence entre une garantie d'usage et la modulation, c'est que la garantie d'usage, comme son nom l'indique, garantit aux plaisanciers un emplacement au port d'une superficie, par exemple un poste de 9 par 3, mais contrairement à la modulation, ne garantit pas que ce poste de 9 par 3 sera à tel endroit. C'est-à-dire que ce poste de 9 par 3 peut, avec le temps, être déplacé, ce qui pour les ports est quand même assez plus confortable que la modulation, puisque ça permet de réorganiser le port si besoin, contrairement à aujourd'hui où la panne amodiée, elle est là et elle ne peut pas bouger puisque les plaisanciers sont titulaires de leur emplacement défini. Donc les garanties d'usage peuvent être accordées sur une durée qui peut aller jusqu'à 35 ans maximum. Et donc c'est un peu le même principe. En général, les plaisanciers payent une somme fixe au départ. Alors, on va peut-être en parler après, mais il peut y avoir des modalités de paiement échelonnées dans le temps. Il y a des ports qui ont fait comme ça. Et je pense qu'on fera comme ça aussi à Bandol. Ça me paraît mieux pour les plaisanciers d'avoir à payer au fur et à mesure plutôt que payer une somme qui peut être importante au jour où ils entrent, où ils achètent leur garantie d'usage. Et voilà. Donc, ces garanties d'usage, il est important de préciser qu'elles doivent financer des ouvrages portuaires nouveaux. Donc ça, c'est une complexité juridique qui aujourd'hui n'est pas complètement tranchée puisque il y a très peu de jurisprudence sur la question, sur qu'est-ce qu'un ouvrage portuaire nouveau. On peut mettre plusieurs choses sous cette expression.
il est probable que détruire une panne et la refaire à l'identique n'est pas un ouvrage portuaire nouveau. En revanche, l'analyse juridique qu'on a pu avoir des différentes consultations qu'on a faites indique que malgré tout l'ouvrage portuaire nouveau a une acception assez large, ce qui pourrait nous permettre de financer par exemple une panne à Maudier, refaire la panne actuelle qui a besoin d'être refaite, mais en la reconfigurant, c'est d'ailleurs notre souhait, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas la refaire à l'identique, mais vraiment transformer aussi bien en termes de dimension de poste que d'équipement. Voilà, ça pourrait servir à ça. C'est encore soumis à réflexion sur le plan juridique, puisque encore une fois, on est sur un dispositif qui est récent. Les ports, toutes les amodiations sont en train de tomber en ce moment, dans les années à venir, donc il y a très peu de recul sur qu'est-ce qu'un ouvrage portuaire nouveau. Cela dit, c'est le choix de la commune a été de retenir ces garanties d'usage. Alors les modalités de commercialisation, les tarifs, je me doute bien que c'est un sujet qui va rapidement venir sur la table. Aujourd'hui, on ne peut pas le définir puisqu'on ne peut même pas dire quels sont les financements nécessaires, puisque, comme je vous disais, ça doit financer des ouvrages portuaires nouveaux, donc il faut définir l'enveloppe globale dont on va avoir besoin le port pour ces ouvrages portuaires. Donc là, on est en train de lancer un marché de diagnostic et de suivi de l'ensemble des infrastructures portuaires. Donc ce sont des cabinets spécialisés qui vous prennent l'intégralité de votre port, vous font un diagnostic de l'ensemble des infrastructures et vous disent telle infrastructure, vous devez la changer immédiatement, telle infrastructure, vous devrez la changer à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Et ça va nous permettre de monter un plan pluriannuel d'investissement. Et qui dit plan pluriannuel d'investissement nous dira les sommes nécessaires à mobiliser pour ces travaux qui vont quand même être très conséquents, puisque que ce soit la panne à Maudier, les quais, il y a énormément de travaux à faire au port. Le port n'a jamais, à ma connaissance, été géré via des plans pluriannuels d'investissement et via des diagnostics de ce type-là. C'est regrettable, mais je pense qu'il faut qu'on y vienne pour avoir une vision à 5 ou 10 ans de quelle programmation de travaux on fait au port. On a toujours agi un peu au coup par coup, et là, le souhait d'anticiper les travaux à faire. Merci beaucoup. Alors, peut-être une petite précision. Effectivement, c'était important de décider d'un moment pour faire cette annonce, sans avoir encore tous les éléments, et pour cause, puisque ce diagnostic permettra d'abord de définir les ouvrages portuaires qui doivent être renouvelés, créés et hiérarchiser la priorité d'exécution. Par ailleurs, donc, il faudra vérifier effectivement sur le plan juridique, parmi ceux-là, quels sont ceux qui rentrent dans la catégorie des ouvrages portuaires nouveaux. Mais il était important, dans la mesure où les amodiataires s'inquiétaient bien évidemment à juste titre de leur devenir, je pense qu'il était important déjà d'apporter ce type de précision. Lorsque il y a eu la réunion du CLUP il y a quelques mois, donc j'avais rappelé la problématique et l'avancement qui était le nôtre sur le plan juridique. Un point important à souligner, c'est ce fameux droit de priorité. C'est un choix que nous avons pris. Le droit de priorité aura cours lors du deuxième semestre 2021 et ce sont les plaisanciers qui seront titulaires d'un contrat au 1er janvier 2021 qui pourront bénéficier de ce droit de priorité. Sur le plan juridique, de toute façon, il y avait un risque, quelle que soit l'option retenue, très schématiquement, on pourrait détailler à l'infini, mais très schématiquement, il peut y avoir un recours dans tous les cas. C'est-à-dire que avec ce droit de priorité, on aura vraisemblablement des recours
de plaisanciers qui sont sur la liste d'attente et qui diront on ne comprend pas, c'est pas normal. Ceux qui ont signé leur contrat d'amodiation il y a 43 ans savaient pertinemment qu'au 31 décembre 2021 c'était terminé. Et d'un autre côté, si on avait fait le choix inverse, il y a déjà eu des recours exercés par des amodiataires. Voilà, sans rentrer dans le détail, de toute façon il y avait un risque à prendre et nous avons choisi en connaissance de cause de prendre celui-là parce que le devenir des personnes titulaires d'une amodiation, ça devenait extrêmement compliqué pour eux de se retrouver brutalement expulsés du corps. Voilà ce que je voulais préciser avant de passer aux questions. Y a-t-il des questions? Monsieur Fréani. Merci, monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la requalification du port, les travaux de dragage vont-ils faire partie d'un projet portuaire? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question concerne le port Amodié, si j'ai bien compris. C'est que l'intégralité des dépenses concernant la démolition et la reconstruction, ils vont être couverts par la garantie d'usage. C'est bien ça? J'ai bien compris. OK. Et la troisième question, sur combien d'années cette garantie d'usage va-t-elle être appliquée? Monsieur Rocheteau nous a dit que maximum c'était 35 ans. Ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans. Vers quelle voie vous dirigez-vous donc pour qu'elle soit appliquée? Voilà. Monsieur Rocheteau vous a déjà répondu pour les deux dernières questions. Monsieur le maire, c'était une précision. D'accord. Je vais préciser. Que je comprenne bien, quoi, c'est tout. Hein. Pour la durée, la durée est forcément directement dépendante du volume financier à investir, puisqu'évidemment, entre une garantie d'usage qui dure 10 ans et une garantie d'usage qui dure 35 ans, elle ne sera pas vendue évidemment au même coût. Et ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, puisqu'on n'a pas le coût global aujourd'hui de tous les investissements à faire. Je doute qu'on ira sur la durée maximale.